Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent ici en direct des rencontres des acteurs publics au Conseil économique, social et environnemental. Il est temps pour nous d'ouvrir un nouveau débat consacré à la question numérique et aux relations parfois houleuses entretenues entre les hauts fonctionnaires et justement ce sujet numérique. C'est une petite musique qu'on entend effectivement de plus en plus souvent. On parle de déconnexion des élites, de dédain de la haute fonction publique pour tout ce qui touche à la technique et au numérique, voire même de manque de culture au plus haut sommet des administrations en termes de numérique. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous et peut-être tordre le cou à certains clichés, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Filippini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général à la Cour des comptes, ancien secrétaire général pour la modernisation de l'action publique au SGMAP. Elisabeth Lulin-Grodôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte à l'Institut de l'entreprise, auteur de plusieurs rapports, le dernier en date intitulé « Gouverner à l'ère du Big Data ». Vous êtes par ailleurs haut fonctionnaire, vous avez conseillé les premiers ministres Édouard Balladur, Alain Juppé, et vous avez aussi l'expérience du secteur privé, puisque vous avez montré votre propre cabinet d'études et de conseils, Paradigme, etc. Nicolas Tissot, bonjour. Bonjour. Pour votre part, vous êtes DSI, directeur des systèmes d'information du secrétariat général des ministères des Affaires sociales. On verra avec vous comment ce sujet technique est abordé au cœur même des administrations. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Jérôme Filippini, parce que vous avez cette double vue, anciennement au SGMAP, aujourd'hui à la Cour des comptes. Est-ce qu'on peut parler de déconnexion aujourd'hui entre la haute fonction publique et le numérique ? Je m'exprimerai peut-être d'ailleurs plutôt comme ancien DSI de l'État, ancien DSI d'un ministère, aussi, parce que j'ai eu cette chance de faire partie de cette petite population des hauts fonctionnaires qui passe par le numérique, qui passe à un moment ou à un autre, soit par de la conduite de projet, soit par du développement de grands systèmes d'information, avec leurs heures et leurs malheurs, et puis qui, un jour, peut faire ce beau métier que fait Nicolas Tissot aujourd'hui, de directeur des systèmes d'information. Alors, déconnexion, j'en profite pour dire qu'il y a un livre passionnant à lire, celui de Laure Bello, sur la déconnexion des élites. Vous faites sûrement référence à ce titre-là, qui montre bien qu'aujourd'hui, une partie de nos élites, pas du tout simplement administratives, mais aussi économiques, les élites classiques de notre pays, ne connaissent pas bien, ne comprennent pas forcément bien ce que le numérique, le digital, a commencé de changer dans toutes les sphères de la société, y compris les plus intimes, les plus personnelles. Il y a heureusement, c'est la musique peut-être positive que je donnerai aujourd'hui, un nombre croissant de dirigeants politiques, administratifs, de responsables d'entreprises, parce qu'eux ont été touchés depuis plus longtemps par cette vague de la digitalisation, et surtout de nos concitoyens qui savent que le numérique fait partie de nos vies et qu'on ne peut pas fonctionner sans ça. Donc il y a sans doute un choc de culture, aussi un choc de formation et de génération parfois, parce que, y compris nous qui avons la quarantaine, on n'a pas du tout grandi dans le numérique. Nos enfants, oui, mais nous n'avons pas grandi dans le numérique. On l'a appris quand nous sommes allés au travail, en quelque sorte. Et donc il y a un vrai choc. Il y a de la formation à faire, il y a de la formation continue, de l'adaptation, etc. Je ne crois pas qu'il faille parler de dédain, en revanche, parce que les deux mondes se rencontrent et sont en train de se rencontrer. On pourra en donner, je pense, pas mal d'exemples, y compris au sommet de l'État. Alors justement, Elisabeth Lulin, je crois qu'il n'y a pas de monopole du secteur public en la matière sur la difficulté à appréhender la question numérique. Vous le montrez au travers de vos rapports. Finalement, les grandes entreprises et les grandes administrations sont confrontées au même problème. Je crois que c'est nouveau pour tout le monde et puis on apprend chemin faisant, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on voit les premiers effets. C'est beaucoup plus difficile d'imaginer les effets de second rang ou de troisième rang. Et ça l'est d'autant plus lorsque c'est très diffus, comme l'État touche à tous les aspects de notre vie. Alors, je donne deux exemples de sujets très fondamentaux qui me paraissent être changés par le numérique, dont on voit bien les prémices, mais on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, et qui touchent un petit peu au contrat social entre l'État et les citoyens. Le premier aspect, c'est celui des données personnelles, sur lequel on revient souvent. À partir du moment où l'État entend optimiser les politiques publiques en utilisant de la donnée, ça veut dire que la notion même de données personnelles n'est plus si évidente que cela. Parce qu'en fait, chacune de nos données personnelles, enfin que nous pensons personnelles, devient une donnée contextuelle qui donne du sens aux données de tous les autres. C'est-à-dire, si je sais que vous êtes géolocalisé dans votre voiture en train de vous rendre à tel endroit, c'est une donnée qui vous concerne, mais c'est aussi une donnée qui, rassemblée à toutes les autres, me permet de prédire qu'il va y avoir un embouteillage. Vous voyez ? Et donc, à partir de ce moment-là, la donnée personnelle devient en fait le sous-ensemble d'un bien commun qui doit être géré comme tel. Et alors, comment vous redéfinissez le droit à la vie privée alors que la donnée personnelle est devenue un sous-ensemble d'un bien commun? C'est une question philosophiquement et juridiquement très compliquée.
Donc voilà, tout ça pour illustrer le fait que c'est pas que les hauts fonctionnaires soient fâchés avec le numérique, c'est que c'est difficile de pousser la réflexion jusqu'au bout. Et quant au parallèle avec le privé, disons, le privé est devant la même difficulté. La seule chose, c'est qu'il se rend bien compte que s'il ne réagit pas assez vite, il est mort. Voilà, l'aspect concurrentiel forcément du secteur privé qui joue beaucoup aussi sur la capacité à prendre en main ces questions. Nicolas Tissot, qu'est-ce que vous observez, vous, au sein du secrétariat général des ministères des Affaires sociales, entre justement cette distinction entre compétences techniques, ce qui peut relever de la DSI, et par ailleurs les managers qui sont chargés du pilotage de la politique publique ? Ce que l'on constate, c'est que les DSI ont vocation de plus en plus à accompagner ce mouvement auprès des directions métiers. Et on constate une réelle accélération finalement sur le numérique depuis quelques années. L'État a initié il y a maintenant plus d'une dizaine d'années déjà la dématérialisation d'un certain nombre de services. On parlait de dématérialisation. Si on parle de numérique aujourd'hui, ce n'est pas complètement par hasard. C'est qu'on est vraiment sur de nouveaux usages. On s'adapte au mode de consommation de nos citoyens. Et sur ce sujet-là, nous avons besoin d'accompagner nos directions métiers sur le sujet. Un jeune ne consomme pas de l'Internet et des services de la même façon que ses parents qui doivent déclarer leurs impôts. Et nous avons un rôle à jouer sur ce plan pour accompagner nos directions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que les DSI sont impliqués plus tôt dans les projets, les suivent jusqu'au bout, participent aussi à la définition globale ? On aimerait de plus en plus pouvoir participer à cette définition globale. Il y a encore parfois effectivement une difficulté de compréhension ou d'échange entre des directions métiers et des DSI. C'est aux DSI de se mettre au niveau des directions métiers pour expliquer ce qui change. Mais nous avons aussi des directions métiers qui sont très en avance. Je parlais de l'exemple des jeunes. Nous avons récemment adapté une application sur téléphone mobile pour s'inscrire au BAFA, puisque les jeunes aujourd'hui, quand ils consomment de l'Internet, c'est sur leur smartphone, ça n'est pas sur l'ordinateur de la maison. Et cette initiative est bien venue de la direction métier et il nous a fallu l'accompagner. Ça remet aussi en cause un certain nombre de modes de fonctionnement des DSI. Ce ne sont pas que les directions métiers, ce sont aussi des modes de fonctionnement différents pour réaliser ces applications et la transformation doit se faire des deux côtés, aussi bien du côté du métier que du côté des directions des systèmes d'information. Ça aussi, c'est un mouvement qu'on constate beaucoup dans le privé, cette évolution des DSI. Oui, le phénomène assez évident qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que dans des entreprises dont le numérique n'est pas la vocation, disons des entreprises industrielles ou des entreprises de services, la DSI, il y a encore 10 ans, était un sous-service du secrétariat général. Aujourd'hui, assez souvent, le directeur des services informatiques, qui d'ailleurs souvent ne porte pas ce nom-là, est membre du comité exécutif. Il s'est produit d'ailleurs de ce point de vue-là une évolution intéressante dans les entreprises que je connais mal. Moi, je suis vraiment un enfant du secteur public, mais il se produit la même chose dans l'État aujourd'hui. Il y a quelques années, le directeur des affaires financières est monté au sein du COMEX des entreprises. Puis ça a été le directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est le directeur des systèmes d'information. Et on le rebaptise parfois le chef du digital et de plus en plus aussi le Chief Data Officer, c'est-à-dire par la responsabilité de ce que disait Elisabeth Dulin, la conception des données critiques pour l'organisation. Il est plus simplement celui qui apporte le back-office, il est aussi celui qui contribue au maximum de valeur du métier. Il se passe le même process dans les services publics aujourd'hui. Et on a eu le plaisir, Nicolas et moi, de participer à cette époque-là qui est extrêmement encourageante, je veux le dire, pour l'État, qui n'est pas du tout déprimante, qui est que l'État a réagi, s'est rendu compte qu'il fallait porter haut cette fonction-là. La création du SGMAP en 2012 a été aussi la réponse à cette prescience, c'est-à-dire de mettre ensemble ceux qui portent la transition numérique et ceux qui portent la réforme générale, et c'est ce qui peut produire le maximum d'effets. Je veux dire... ça n'est pas tout à fait par hasard si, par exemple, la France est remontée du 11e rang au 4e rang en quelques années dans les classements internationaux. Ce n'est pas nous qui le faisons en matière de e-gov, c'est-à-dire d'administration électronique. Ça n'est pas tout à fait pour rien si maintenant nous sommes considérés comme des gens très respectables dans le monde de nos partenaires en matière d'ouverture des données publiques, vous l'évoquiez. Alors cette question justement, elle est peut-être celle qui aujourd'hui est la plus difficile à affronter et qui pour les services publics est la plus compliquée. Elisabeth Lulin l'a évoqué, je crois, de façon très juste. C'est la question de la gouvernance éthique et de la gouvernance politique à l'époque du numérique. Il y a un livre très intéressant, pardon d'en citer un autre, de Henri Verdier et de Nicolas Collin sur entreprendre et gouverner après la révolution numérique. Il parle de multitude. L'âge de la multitude, on peut le citer. Et quand vous évoquiez les élites tout à l'heure, je pense que les élites qui n'ont pas compris dans leur position verticale que le monde est de plus en plus horizontal et que d'une certaine manière, je ne vais pas citer un exemple d'une pub d'entreprise, mais je vais le faire quand même, c'est le client qui devient le directeur général d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est le client qui dit comment la société doit évoluer de façon décisive. Pour nous, État, dont le client est le citoyen, c'est très important
d'en tirer toutes les conséquences politiques. Il faut nous déverticaliser, il faut nous rendre plus horizontaux. C'est très important, mais ça doit être aussi très difficile, parce qu'il y a une habitude longue de la haute fonction publique, de l'État, des administrations, de diriger, en plus en France, dans un pays où on a un État central très fort. Regardez les mutations fantastiques sur 200 ans que notre État a fait. Regardez sur longue durée, sur moyenne durée, disons, partez du début du XXe siècle, l'État en France a été capable d'affronter toutes les crises, toutes les mutations profondes. Il est en train de muter aujourd'hui, il va le faire. Si on s'arrête à chaque fois, on prend la photo, elle n'est pas encourageante. Si on regarde le film, il est très optimisant, je dirais. Nicolas Tissot, on fait parfois la différence justement entre les formations techniques et les formations généralistes. Et on peut penser que les jeunes en formation hésitent parfois à adopter un profil trop techno, parce que peut-être ça peut constituer un frein pendant leur carrière professionnelle. Est-ce que vous constatez cette différence? Je pense que ça peut être un frein éventuellement dans le secteur public, c'est possible. Je pense qu'on a encore une vraie difficulté sur le sujet à voir qu'un profil technique, s'il veut bien réussir et s'il veut servir correctement le métier, doit le comprendre. Et c'est une mutation qui est en cours, qui va continuer, mais qui n'est pas spécialement naturelle, en tout cas au sein du secteur public. Je pense que dans le secteur privé, c'est à peu près la même chose. Ce que l'on constate en revanche, c'est que ces derniers temps, les développeurs que nous recherchons, alors pas nous au niveau du secrétaire général des ministères sociaux, malheureusement, mais que recherche de plus en plus la DISIC pour pouvoir mener ces startups d'État, ce sont des développeurs extrêmement pointus, des Bac+5, des personnes qui vont pouvoir comprendre et développer extrêmement rapidement, puisque à l'heure actuelle, il faut être rapide, il faut délivrer le plus rapidement possible les différentes évolutions attendues par le métier et s'adapter en permanence. Et dans cette boucle vraiment qui est le retour du client m'amène immédiatement l'évolution suivante sur laquelle je dois pouvoir embrayer. Donc à l'heure actuelle, on peut hésiter effectivement entre une carrière technique et une carrière plus métier, mais je pense que la technique, à l'avenir, n'a pas vocation à être un frein. En tout cas, je le souhaite ardemment. Avec une évolution des métiers et l'apparition de nouveaux métiers aussi. C'est vous, Elisabeth Lulin, qui citez dans votre rapport Gouverner à l'ère du Big Data, peut-être la formation future d'un nouveau grand corps de l'État qui serait les auditeurs d'algorithmes, par exemple. Alors, ça me paraît évident que si une proportion croissante de décisions publiques sont assises sur des données et sur le traitement très sophistiqué des données, pour des questions de transparence démocratique, pour des questions aussi de prévention des risques, il sera très important que quelqu'un regarde ce qu'il y a dans les algorithmes. Ce sera d'autant plus important si ce sont des algorithmes auto-apprenants, c'est-à-dire qui peuvent modifier leurs propres critères indépendamment de ce qu'on y a mis au début. Alors, si on veut imaginer ce à quoi ça ressemblerait, en fait, on a un petit signe précurseur, c'est de voir ce qui se passe dans les banques pour la surveillance du trading algorithmique, c'est-à-dire des modèles qui font des ordres. Eh bien, vous regardez comment sont désormais constituées les directions des risques et les directions d'audit des banques, et vous voyez que la proportion des gens qui font de l'audit d'algorithmes est devenue très importante, avec la responsabilité supplémentaire qui incomberait à des auditeurs d'État d'inclure le critère démocratique, c'est-à-dire est-ce que mon algorithme, au prétexte d'optimiser l'efficacité de telle procédure, ne va pas y mettre des facteurs de discrimination, par exemple. Jérôme Philippini. Oui, je suis absolument passionné par ce que dit Elisabeth Lulin et j'ai la prescience que celui qui est aujourd'hui l'auditeur des comptes publics, qui est la Cour des comptes, sera dans quelques années. Il est déjà en train de devenir l'auditeur des données publiques, puisqu'aussi bien nous sommes obligés maintenant, nos pièces justificatives, ce sont des données électroniques. Ce que nous auditons, ce sont de plus en plus les systèmes d'information que nous contrôlons. Et dans quelques années, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il aura fallu que nous montions en compétences terriblement, y compris sur cette compréhension des algorithmes. La décision publique, la bonne décision publique aujourd'hui, elle se prend dans des réunions interministérielles avec des personnes qui viennent physiquement. J'ai été à Matignon, qui passent un poste de sécurité, qui viennent s'installer autour d'une table, etc. Demain et de plus en plus, elles vont se prendre à l'aide de machines et avec des machines. Pour auditer la bonne décision publique, il faudra être capable de comprendre les algorithmes. Alors, on n'en est pas encore là à la Cour des comptes, mais on commence à monter en puissance sur cette idée que la Cour des comptes d'aujourd'hui, c'est la Cour des données de demain. Pourquoi pas la Cour des algorithmes d'après-demain? Et on le voit concrètement, vous vous engagez de plus en plus sur ces sujets à la Cour des comptes. On se rappelle l'an dernier, il me semble, du rapport de M. Trojette sur les redevances, sur l'échange de données. Encore une mission nouvelle demandée par Matignon sur les échanges de données entre administrations. C'est un sujet qui vous occupe vraiment de plus en plus.
Alors, c'est un sujet qui fait appel à des compétences individuelles au sein de la Cour des comptes, mais ça l'est parce que Didier Migaud, premier président, est très attentif à ces évolutions-là et souhaite que nous montions nous-mêmes en compétences sur ces thèmes-là. On a eu la chance avec Mohamed Adnan Trojet, on a la chance aujourd'hui avec Antoine Fouilleron d'avoir des gens qui sont capables de répondre à cette demande, en l'occurrence du gouvernement, de les aider sur cette question-là du partage des données entre administrations. Nous essayons de progresser. Pour ça, ça va supposer aussi que nous mutions dans nos propres ressources humaines, dans nos compétences. On a aujourd'hui, heureusement, à la Cour, des ingénieurs, de plus en plus, de gens qui viennent avec des profils techniques et pas simplement des profils généralistes. On aura besoin de ces profils-là de plus en plus à l'avenir. Alors, un besoin justement qui peut être, auquel on peut répondre par une plus grande formation, une plus forte formation à la fois initiale et continue. Est-ce que vous estimez tous les trois aujourd'hui que dans les écoles du secteur public, on a suffisamment cette sensibilisation à la question numérique? Nicolas Tissot? Je rebondis sur ce que disait Jérôme tout à l'heure. Quand je suis passé dans l'école par laquelle je suis passé, Internet arrivait seulement. Donc la sensibilisation numérique n'était pas encore vraiment à l'ordre du jour. Maintenant, venant d'une école technique, il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur le fait que les jeunes qui passent par cette école sont parfaitement au fait des sujets numériques. Mais on pense par exemple à l'ENA aussi, qui pourrait investir davantage le sujet. Je crois qu'ils ont fait une petite formation cette année sur la donnée particulièrement. Est-ce qu'on a besoin d'investir davantage ce champ de la formation continue ? Oui, évidemment, il faut investir davantage. Il faut peut-être d'ailleurs sortir simplement d'une approche école par école. Il faut nouer des partenariats, faire des hubs entre grandes écoles du service public, entre les écoles du service public et les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, etc. Sortir d'une approche école par école, parce que l'ENA, avec tout le respect que j'ai pour elle, et je ne fais pas partie de ceux qui en disent du mal, c'est aujourd'hui une structure qui forme 80 personnes par an, donc c'est pas ça qui fera la grande mutation des services publics. Ce qui compte plutôt, c'est de faire des partenariats pour aller passer un temps à l'X, un temps à Centrale, un temps avec des gens qui sont capables de nous expliquer les algorithmes. Aujourd'hui, moi j'apprends à coder parce qu'à 47 ans, j'ai pu diriger une DSI sans savoir coder. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont intérêt à comprendre les modèles hexadécimaux, la différence entre le bit et l'octet, qu'est-ce que c'est que le protocole HTML5 ou, je m'y perds d'ailleurs, IPv6, etc. Voilà, tous ces trucs-là qui paraissent du chinois, c'est la langue d'étrangère d'aujourd'hui, et un grand dirigeant public, s'il ne parle pas anglais, plus une autre langue, et s'il ne comprend pas ce vocabulaire du numérique, il sera de plus en plus déclassé, dépassé, et le sujet se passera ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas profiter aussi davantage peut-être des passerelles entre public et privé en la matière? Elisabeth Lulin. Écoutez, ce qui me semble plus important, c'est de se demander quelle capacité d'agilité on veut. Autrement dit, je suis moins préoccupée de ce que savent nos dirigeants publics, ce à quoi ils ont été formés, que ce qu'ils sont capables d'apprendre au fur et à mesure de l'exercice de leurs fonctions. Pour une raison simple, c'est que le sujet dont on parle, il y a 2 ans, on l'aurait abordé différemment, dans 2 ans, on l'aura abordé différemment. Donc, le fait de me dire qu'ils ont été formés lors de leurs études initiales me rassure seulement à moitié, si vous voulez. Donc, je reviens au point, qu'est-ce qu'on veut exactement leur avoir transmis, leur avoir inoculé comme virus, si je peux dire, pour qu'ensuite ils soient capables d'aller chercher par eux-mêmes à toutes les occasions possibles, que ce soit en recrutant des gens de l'extérieur qui vont ensuite faire partager leur savoir dans le service, que ce soit en allant se former, que ce soit en allant aux conférences d'acteurs publics. Qu'est-ce qu'on veut exactement qu'ils aient eu dès le début? Et finalement, ce que je me dis, moi, c'est le plus important, c'est cette capacité à comprendre en termes, le caractère stratégique de l'innovation. C'est-à-dire que la manière dont aujourd'hui on rend tel service est l'une des manières possibles, n'est peut-être pas la meilleure de toute éternité, et savoir, ne serait-ce qu'avoir la plasticité intellectuelle de se dire, eh ben, tel service pourrait être rendu de manière A, B, C, D. Aujourd'hui, on fait B, mais je sais très bien que A, C et D sont possibles, et le moment venu, je suis capable de me rendre compte que c'est le moment de changer de méthode. Cette capacité à innover, à s'adapter en permanence, c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi dans votre travail au quotidien?
Oui, je compléterai surtout par la nécessité que les parcours variés soient reconnus. C'est-à-dire ne pas rester spécialiste dans son domaine. À un moment, faire du système d'information ne doit pas être une tare. Ça peut encore parfois être vécu comme ça. Nous avons besoin de directeurs de programme côté métier. Il est important que ces personnes qui vont diriger et qui vont donner l'impulsion à laquelle nous les aiderons pour réussir ce projet soient reconnues dans leur carrière. Et c'est plus finalement qu'un parcours public-privé, la mixité de ces parcours publics qui doit pouvoir être reconnu. Le passage en cabinet ne doit pas être le seul élément pour favoriser une carrière. Mener à un moment un grand programme de système d'information a aussi un sens, parce que derrière ce programme de système d'information, c'est bien un programme de transformation et d'amélioration. Un dernier mot en forme de conclusion, une note optimiste? Une note optimiste. Je suis rassuré sur le fait que l'avenir est rose, parce que je pense qu'un jour, Nicolas Tissot, DSI de ministère, sera un grand secrétaire général de ministère. Ce jour-là, ça veut dire que quelqu'un qui vient du technique, qui aura fait un métier de manager au sommet de l'État, sera reconnu aussi comme un grand généraliste, un transformateur. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis optimiste. Alors on se donne rendez-vous ce jour-là, Nicolas Tissot, vous nous tenez informés. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci. Nos programmes continuent pour cette 8e édition des rencontres des acteurs publics. Merci à vous.